Le Ring, Sud Radio Plus. 12h20, vous écoutez Sud Radio en direct du 12-14 Info Île-de-France. Il est temps de laisser la place à nos débatteurs. Sont avec nous aujourd'hui Danielle Simonet, secrétaire nationale du parti de gauche et conseillère de Paris, et Gaëtan Dussaucé, directeur national du Front National de la Jeunesse. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Mieux accueillir les étrangers, entrer légalement sur le territoire français, attirer les talents, lutter plus efficacement contre l'immigration irrégulière. Ce sont quelques-uns des objectifs d'un projet de loi présenté hier à l'Assemblée nationale. Parmi les dispositions phares, la mise en place d'une carte de séjour pluriannuelle et une modification de l'accès aux soins. Pour le député Les Républicains de Lyon, Guillaume Larrivé, il faut au contraire diminuer l'immigration de toute urgence. Qu'en pensez-vous? Ce texte va-t-il dans le bon sens? Au contraire, organise-t-il un appel d'air? Gaëtan Dussaucé. Très clairement, avec ce projet de loi qui a été formulé par le gouvernement et la majorité socialiste, très clairement, on ouvre de manière considérable les pompes aspirantes de l'immigration. Et on est arrivé à un moment donné où ce n'est absolument plus possible. C'est une chose qui est devenue insupportable. On a quand même, je le rappelle, 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres. On peut pas se permettre d'accueillir encore ainsi des centaines de milliers, voire même des millions, puisque je rappelle, je suis bien content que ce responsable des Républicains américains, appelez-les comme vous voulez, se propose de diminuer l'immigration, mais malheureusement son président, qui était Nicolas Sarkozy, en un mandat a réussi à accueillir 1 million d'étrangers supplémentaires sur notre sol. 1 million. Donc c'est quelque chose qui est absolument insupportable, et donc ce projet de loi est vraiment mortifère, il est cruel pour la France. Danielle Simonet, votre avis sur ce projet de loi? Alors évidemment, j'ai un avis totalement opposé à celui du Front National, parce que vous savez, le problème en France et en Europe, c'est pas les immigrés, ce sont les banquiers. Voilà. Et cette loi, le problème, c'est que on espérait, la gauche, le peuple de gauche était légitime à espérer qu'enfin ce gouvernement remettrait en cause et ferait une refonte du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile des étrangers en France pour lutter contre toute cette politique de chasse aux sans-papiers qu'avait organisée Sarkozy. Et en fin de compte, finalement, ce gouvernement fait pire que Sarkozy en mettant en place une machine à catégoriser, précariser et expulser plus encore les personnes issues d'immigration. Et la nécessité aujourd'hui, c'est à la fois de lutter contre la précarité des personnes migrantes, et c'est de s'attaquer surtout aux causes. Voilà pourquoi est-ce que les gens risquent leur vie à quitter leur pays, quitte à mourir en Méditerranée. Vous savez que les morts en Méditerranée augmentent sans cesse chaque année. Eh bien parce qu'il faut absolument lutter à la fois contre les conflits, faire enfin une politique en faveur de la paix et non pas va-t-en-guerre, et puis surtout lutter contre les politiques de libre-échange qui affament les peuples en pillant l'Afrique. Mais alors, un titre de séjour plus long, un passeport talent, ça ne va pas dans le bon sens, selon vous, Danielle Simonet? Non, parce que derrière cette communication, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une véritable usine à gaz à travers la carte de séjour pluriannuelle, où finalement on va renforcer l'arbitraire des préfectures. On va, au contraire, donner beaucoup plus de pouvoir aux préfectures dans le contrôle intempestif administratif qui va être organisé, un véritable flicage administratif des étrangers. Et puis, par exemple, sur la question de la santé. C'est le ministère de l'Intérieur qui va devenir l'expert en matière de santé des étrangers malades. C'est-à-dire que c'est plus les agences régionales de santé qui vont être chargées de statuer sur la prise en charge et les besoins en soins, mais l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc c'est une aberration. Je veux dire, c'est un devoir, et en plus un devoir à la fois de santé publique, de se préoccuper de la santé. Vous savez, les microbes, eux, n'ont pas besoin d'avoir une carte de séjour pour se transmettre d'une personne à une autre. Donc il y a un intérêt général pour toutes et tous, de bien prendre en charge la santé des résidents étrangers comme des Français qui en ont besoin. On va donner la parole un petit peu à Gaëtan Dussaucé. La droite a reproché ces derniers jours un vrai débat qu'un vrai débat sur l'immigration soit interdit en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Aujourd'hui, il est interdit de débattre sur l'immigration en France. Oui, mais si vous voulez, ça fait 40 ans, nous, qu'on dit ça. Donc c'est bien beau que la droite se réveille maintenant, mais elle aussi a participé justement à ce tabou autour de l'immigration et au fait qu'on ne puisse pas avoir de débat serein autour de la question de l'immigration en France. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Madame Simonet, parce que quand elle dit que les véritables ennemis finalement actuels sont les banquiers, elle devrait quand même savoir que l'immigration est une arme de destruction massive d'emplois français qui sert évidemment l'intérêt du grand patronat. Ça, elle devrait le savoir, que ça profite seulement à ceux qui, avec une immigration massive, vous avez des chiffres?
Une arme de destruction massive de l'emploi. J'aimerais avoir vos chiffres. Je serais curieuse de savoir ça. C'est très simple. C'est très simple. Regardez, quand on fait venir énormément de gens sur notre territoire, des personnes qui n'ont pas de contrat. Quand vous regardez l'Allemagne, on ne fait pas venir énormément de gens. Depuis le début de l'année, ce sont 200 000 immigrés clandestins qui sont arrivés en Europe. Oui, mais il y a beaucoup de personnes. Alors, parce que justement, ça, ce sont des chiffres que vous pourrez retrouver dans les médias traditionnels. Ce sont absolument pas des médias d'extrême droite, je vous rassure, Madame Simonet. Moi, j'aimerais vous dire sur l'impact économique. On ne se comprend pas. On va laisser terminer Gaëtan Dussaucier parce que j'étais curieux justement de connaître ces chiffres, ces fameux chiffres. Moi, j'aimerais venir sur la question économique de l'immigration. Évidemment, quand on fait venir des personnes à bas coût, des personnes, des travailleurs que l'on va payer au lance-pierre comme ça, eh bien, le Français qui recherche un emploi, on va lui dire, écoutez, vous êtes obligé, vous êtes forcé et contraint d'accepter cet emploi avec des conditions de travail qui sont misérables, qui sont catastrophiques, qui sont révoltantes, parce que si vous ne l'acceptez pas, eh bien, nous avons 10 personnes derrière qui, elles, sont capables d'accepter la misère. Eh bien, nous le voulons pas, puisqu'il faut sécuriser l'emploi des Français, puisqu'il faut même leur donner une priorité à cet accès à l'emploi, il faut arrêter l'immigration. Mais c'est justement pour ça que cette loi veut créer un passeport talent où l'immigration, alors excusez-moi le terme, mais serait choisie. Ça fait des années qu'on entend ça, et notamment Nicolas Sarkozy qui avait proposé cette immigration choisie, eh bien, a fait tout l'inverse, 1 million d'étrangers supplémentaires en un mandat. Daniel Simonet, on vous écoute. Eh bien, en fait, quand on précarise, c'est-à-dire quand on laisse un grand nombre de travailleuses et travailleurs en situation administrative irrégulière, c'est là qu'on organise finalement un dumping social. C'est-à-dire qu'on permet à des patrons voyous de pouvoir exploiter des travailleurs sans droit. Vous savez, aujourd'hui, si on régularise l'ensemble des travailleurs sans papier, on pourrait au contraire régler le problème du trou de la sécurité sociale. Parce qu'on forcerait les employeurs à déclarer véritablement l'ensemble de leurs salariés. Et je pense notamment dans le domaine du bâtiment ou de la restauration ou de la sécurité, où on sait pertinemment qu'il y a bon nombre de travailleurs sans papier qui sont surexploités. Donc justement, il faut exiger que sur le sol de la République, tous ceux qui sont sur le sol de la République doivent avoir les mêmes droits. Même sol, même droit. Et donc, c'est ainsi que l'on protège l'ensemble des travailleurs, et c'est dans l'intérêt des travailleurs français qu'on régularise la situation administrative des travailleurs et travailleuses sans papier, justement pour refuser ce dumping social. Gaëtan Dussaucier. Oui, une petite réflexion un peu plus générale. Regardons aussi un peu la place que prend l'immigration, la place que ça prend au sein du débat. La semaine dernière, le gouvernement réfléchissait sur une loi en faveur du droit d'asile. Je rappelle quand même que le droit d'asile, c'est 2 milliards d'euros par an. C'est pas tout à fait la même chose. Actuellement, mais on a fait souvent le parallèle entre immigration et droit d'asile. Regardez bien, c'est très intéressant. La semaine dernière, le gouvernement réfléchit pour une loi en faveur du droit d'asile. Oui. Actuellement, il réfléchit pour une loi en faveur du droit des étrangers. Mais les Français dans tout ça? Où sont les lois justement pour défendre nos agriculteurs face au traité transatlantique, pour défendre nos agriculteurs face à la grande distribution et à sa faim et à sa soif inégalée, gargantuesque? Parce qu'on traite de l'immigration, on ne peut pas parler des autres choses. Mais si vous voulez, je pense qu'il y a des priorités. Alors que ces élus, que ce soit dans les collectivités ou au Parlement européen, sont infichus de mener précisément la bataille. Mais quelle hypocrisie! Et justement, sur la question des agriculteurs, la vraie bataille, eh bien, c'est de mener une bataille contre la logique de la concurrence libre et non faussée. C'est instaurer justement des prix et une réglementation des prix pour que les agriculteurs soient payés au juste prix. Et par contre, c'est empêcher les grandes industrialisations d'agriculture, les fermes à 3000 vaches, à 250 000 poulets, de pouvoir surexploiter justement des travailleurs sans droit. Et c'est un autre débat. Daniel Simonet, votre avis justement sur cette immigration choisie, même si elle n'est pas formulée ainsi. Qu'en pensez-vous? Est-ce que effectivement nous devrions sélectionner les personnes pour venir en France en fonction de leur emploi et de leur qualification? Non, d'abord c'est d'une hypocrisie la plus totale. Vous savez, en plus on mélange tout parce que au niveau de l'immigration, vous savez, la grande partie de l'immigration, c'est des mariages mixtes et c'est des regroupements familiales. Donc on va quoi? On va interdire à un Français ou à une Française de tomber amoureuse de quelqu'un sous prétexte que son métier ne correspond pas aux besoins égoïstes de la France. Je veux dire, c'est une aberration. Ensuite, deuxièmement, l'augmentation de l'immigration ces 3 dernières années et surtout celle des réfugiés liés
aux conflits que vous avez en Syrie, en Érythrée, au Soudan. Donc on va pas trier parmi les Érythréens. Écoutez, désolé, vous n'avez pas un diplôme de couvreur. Or c'est ce métier-là dont on a besoin. En l'occurrence, en Érythrée, ils peuvent demander le droit d'asile en Érythrée quand on sait la dictature sanglante dont il s'agit. Vous savez qu'en ce moment, la droite et l'extrême droite jouent justement sur la confusion entre l'augmentation des flux migratoires qui est liée surtout aux réfugiés qui sont légitimes à demander le droit d'asile et leur discours sur l'immigration choisie, comme si on allait trier et comme si, à un moment donné, il était légitime de remettre en cause le droit d'asile qui est un principe républicain auquel on doit être attaché. Et la France est là, c'est un très mauvais élève. Très mauvais élève. Il faut savoir que le Liban, la Turquie, la Jordanie accueillent à eux seuls plus de 4 millions de réfugiés syriens. Et la France, elle en a à peine accueilli à titre humanitaire 3200. Donc c'est scandaleux. Il faut des quotas ? Du coup, c'est ce que vous dites ? Non, il ne faut pas des quotas. Il faut que chacun assume ses responsabilités. Mais des quotas, je veux dire, si vous allez dans la logique des quotas, à ce moment-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous mettez les gens dans des trains et vous les cantonnez sur différents pays. Vous faites une organisation. Enfin, vous voyez très bien à quelle sordide organisation cela relèverait. Non, il faut remettre en cause la règle de Dublin 2 qui est absurde, qui fait que lorsque vous êtes un demandeur d'asile, eh bien, vous devez rester dans le pays là où vous êtes arrivé. Dans le premier pays dans lequel vous arrivez. Tout à fait. Ah non. On va laisser la parole un petit peu à Gaëtan Dussaucé. On vous écoute. Il y a eu beaucoup de choses dites par Daniel Simonet. Tout d'abord, donc l'immigration choisie, vous êtes assez d'accord ? Non, absolument pas. À une part d'hypocrisie ? Absolument pas. Moi, je vais vous faciliter la tâche. Nous sommes pour une immigration zéro. Voilà. Simplement. Il ne faut plus, on n'a plus les moyens d'accueillir toute la misère du monde. Point. C'est comme ça. Nous avons mais énormément de Français qui sont dans cette situation. Mais il faut en prendre notre part. N'oublions pas la fin de cette phrase. Oui, éventuellement. Mais moi, je vais vous faciliter la tâche. On n'a pas le droit d'aimer quelqu'un. Mais c'est facile de jouer sur la corde sensible, Madame Simonet. On peut sortir le violon. C'est très facile. Alors, attendez, parce que, zéro immigration, on va laisser terminer Gaëtan Dussaucé. Comment est-ce possible? Comment faites-vous pour qu'il y ait zéro immigration? On ferme toutes les frontières, on sort de l'Union européenne, l'espace Schengen terminé? Mais oui. Mais tout simplement, on sort de l'espace Schengen, on sort de l'Union européenne et on retrouve notre souveraineté territoriale. C'est un impératif. Actuellement, je le répète, ces chiffres sont importants, mais j'ai l'impression que nos responsables politiques l'oublient. 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. Est-ce qu'on peut quand même s'occuper de nos compatriotes avant les autres? Comment je pense que c'est la responsabilité des ces responsables personnes de quitter leur pays? Comment empêchez-vous exactement ces personnes de quitter leur pays? Comment on le faisait avant? Mais l'immigration ne date pas d'aujourd'hui. Madame, il suffit de contrôler ces frontières, il suffit déjà aussi de mettre un terme à ces pompes aspirantes de l'immigration. Il faut que cela cesse. Quand on voit encore l'AME, l'aide médicale d'État, 1 milliard d'euros pour l'année 2015, c'est estimé à 1 milliard d'euros par an. Si vous donnez comme ça l'impression que lorsque les immigrés clandestins arrivent en France, ils vont bénéficier d'un paradis, eh bien c'est complètement faux et ils viendront en nombre. C'est une évidence. Est-ce que effectivement ce projet de loi constitue un appel d'air quelque part, Daniel Simonet? Mais bien sûr que non, puisque au contraire, ce projet de loi va durcir encore un peu plus et remettre en cause un peu plus les droits des étrangers et le droit à la justice et le droit à la santé. Mais franchement, il faut arrêter avec ce discours qui date déjà des années 30, selon lequel ce serait l'immigration qui serait responsable du chômage. Qui est responsable de la suppression d'emplois? C'est un discours que tenait également Georges Marchais du Parti communiste. Ce sont les grandes entreprises qui délocalisent. Ça n'est absolument pas les immigrés qui sont responsables du chômage. Et surtout que l'immigration, si vous mettez de côté la question des réfugiés et donc la question du droit d'asile à laquelle tout républicain doit être attaché, eh bien elle est stable sur ces 50 dernières années. Donc arrêtons ce discours-là. Et par contre, attaquons-nous aux causes, parce que ce qui est dramatique, c'est de devoir s'arracher de son pays d'origine pour essayer de survivre. Ce qui est dramatique, c'est le nombre de morts en Méditerranée et le cynisme absolu de l'Union européenne qui face à l'ensemble de ces drames humains, a préféré diviser par 3 les moyens alloués pour le sauvetage en mer. Donc non, il faut s'attaquer aux causes et donc remettre en cause les politiques qui justement ultralibérales, qui pillent l'Afrique et qui aggravent les conditions de vie dans l'ensemble de ces pays-là, et les politiques va-t-en-guerre qui aggravent les situations de conflit.
Le Ring, Sud Radio Plus. 12h37, vous écoutez Sud Radio en direct du 12-14 Info Île-de-France. Je rappelle que nos débatteurs du jour sont Daniel Simonet, secrétaire national du parti de gauche et conseillère de Paris, et Gaëtan Dussocé, directeur national du Front national de la jeunesse. Il a dit non à la Légion d'honneur. Le journaliste Fabrice Nicolino, qui fait partie des victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier dernier, a révélé sur son blog que la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, lui a proposé la Légion d'honneur. La raison, il l'écrit: franchement, mettre une breloque à mon revers ou pire encore la laisser sur son délicat velours serait d'une telle extravagance que je ne pouvais bien sûr m'y résoudre. Je me suis vue dans un salon doré et très simplement je me suis marrée tout seul. Je n'ai décidément rien à voir avec leur monde. Que pensez-vous de ce refus? La Légion d'honneur a-t-elle perdu de sa valeur? Que signifie-t-elle aujourd'hui? Gaëtan Dussocé. Bon, j'utiliserai pas le terme de breloque parce que malheureusement, la Légion d'honneur a été complètement vidée de son sens lors de sa création en 1802 par Napoléon. Mais il est vrai néanmoins que, surtout quand on regarde un peu les personnes qui sont décorées de cette Légion d'honneur, eh bien malheureusement, elle en a perdu tout son sens lors de sa création. D'ailleurs, je suis pas certain qu'un grand nombre de ceux qui ont la Légion d'honneur actuellement l'auraient mérité en 1802. Donc très clairement, moi j'ai l'impression que la Légion d'honneur actuellement, surtout lorsqu'elle est décernée par le gouvernement de François Hollande, comme c'était le cas avec Nicolas Sarkozy, j'ai l'impression que ça sert plus à servir les intérêts d'une idéologie qu'à servir véritablement les intérêts de la France. Puisqu'avant, on récompensait ceux qui servent l'intérêt national. Aujourd'hui, c'est pas le cas et je pense qu'on devrait d'autant plus être assez restrictif sur le nombre de personnes à qui on le donne et on devrait avoir un contrôle aussi sur leur comportement vis-à-vis de la France. Parce que quand je vois que par exemple, monsieur Yannick Noah a reçu la Légion d'honneur, il la méritait certainement lorsqu'il a gagné Roland-Garros, ça nous sommes d'accord. Mais est-ce qu'il la mérite encore aujourd'hui lorsque celui-ci est exilé fiscal? Faut peut-être revenir aussi sur l'objectif de la remise de la Légion d'honneur. C'est une récompense qui récompense le mérite personnel au service de la nation et en fait les décorés œuvrent au développement de la France et son rayonnement à sa défense aussi également. Alors, mais le rayonnement, je pense que justement. Oui, par rapport à Yannick Noah sert l'intérêt de la France lorsqu'il est exilé fiscal? Pareil pour Wilfried Tsonga en Suisse. Je pose la question. Daniel Simonet, j'imagine que vous serez d'accord sur ce point avec Gaëtan Dussocé. Moi, j'aimerais bien refaire un petit rappel justement historique parce que moi, je ne suis pas du tout nostalgique de Bonaparte et de 1802. Puisqu'il faut savoir que quand Bonaparte instaure cette Légion d'honneur, c'est suite à la suppression par la Révolution française des anciens ordres d'Ancien Régime. Et donc, c'est pour maintenir des distinctions. Et à l'époque, c'est combattu justement par les Jacobins parce que pour eux, c'est une rupture de l'égalité républicaine. Par contre, le problème aujourd'hui, parce que je respecte beaucoup de personnes qui peuvent avoir la Légion d'honneur pour acte de bravoure, mais aujourd'hui, c'est plus facile de l'avoir pour copinage que pour acte de bravoure. Franchement, on a le sentiment que l'oligarchie s'octroie dans son entre-soi ces distinctions. Je vais vous donner des exemples. Il y a plus de 31% de personnes qui ont reçu la Légion d'honneur qui sont issues du monde de l'entreprise, mais on ne cite à chaque fois que des PDG. Et vous avez par exemple Henri Nallet, conseiller lobbyiste il ne contribue pas au rayonnement de la France, justement, ces PDG, Daniel Simonet. Daniel Simonet, ces PDG, ils ne contribuent pas au rayonnement de la France selon vous? Alors, est-ce que vous considérez que M. Henri Nallet, conseiller lobbyiste chez Servier, dans l'affaire du Mediator, a contribué au rayonnement de la France? Est-ce que, par exemple, la directrice, une ancienne directrice d'usine PSA, qui a supprimé un très grand nombre d'emplois, a contribué au rayonnement de la France? Idem pour le PDG de L'Oréal ou le président de Groupama. Vous avez quand même pas mal de patrons voyous qui ont détruit l'emploi, qui ont détruit l'outil de travail, qui ont détruit le capital industriel de tout le savoir-faire français, qui sont décorés. Donc non, je pense qu'il n'y a hélas pas que des personnes qui ont contribué au rayonnement de la France. Donc, et puis surtout, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de résistants et d'anciens combattants qui, eux, ne l'ont toujours pas eu. Mais par contre, si vous avez été 20 ans député PS ou UMP, eh ben, vous pouvez l'obtenir très facilement. Donc, ce que je comprends bien, Daniel Simonet, vous êtes d'accord avec le journaliste Fabrice Nicolino. Il a eu raison de refuser la Légion d'honneur?
Alors, je ne dis pas qu'il a eu raison ou qu'il a eu tort, parce que vous pouvez donner d'autres personnes que j'apprécie, que je respecte énormément, qui ont accepté de l'avoir. Mais je respecte la position de Fabrice Nicolino, comme celle de Monsieur Piketty, qu'il a aussi refusé en 2015, parce qu'il refusait une nomination, parce qu'il pensait que c'était pas le rôle d'un gouvernement de décider qui est honorable ou pas. Parce que sinon, ça encourage un système de copinage où finalement on remercie ceux qui sont en situation entre guillemets d'allégeance avec le pouvoir. Effectivement, Thomas Piketty, en janvier dernier, a refusé cette nomination, expliquant, comme vous l'avez dit, qu'il ne pense pas que ce soit le rôle du gouvernement de décider qui est honorable ou pas. Gaëtan Dussaucé, est-ce que vous comprenez cet argument ? Oui, c'est un argument qui se tient à cela près que moi je pense pas que la Légion d'honneur soit ait ce rôle ou cet objectif de décider qui est honorable en France. Oui. Il n'y a pas des surcitoyens et des sous-citoyens. Je pense que c'est surtout récompenser ceux qui ont servi à un moment donné de leur vie, qui ont servi la France, qui ont servi son rayonnement à travers le monde et qui surtout la respectent. Donc d'ailleurs sur la liste de copinage qui a été commencée par Daniel Simonet, on peut même rajouter le copinage politique, puisque vous savez que Cécile Duflot a également été décorée de la Légion d'honneur. Or, j'ai du mal à voir comment Cécile Duflot, même en étant restée quelques mois au gouvernement, a pu servir l'intérêt de la France. Donc voilà, maintenant, je pense qu'il va falloir aussi, encore une fois, mettre des conditions et des critères un peu plus restrictifs sur l'attribution de la Légion d'honneur. Je pense que déjà, la nationalité française devrait être obligatoire. Elle l'était d'ailleurs avant, en 1802, elle l'était, et actuellement, malheureusement, ce n'est plus le cas. J'aime beaucoup cet artiste, et pourtant, je pense pas qu'il est servi. Pour être membre de la Légion d'honneur, on peut être décoré, mais membre, il faut être français aujourd'hui. Malheureusement, moi je vois, c'était il y a 1 an ou 2 ans, je crois. Pourtant, j'apprécie beaucoup cet artiste, mais je vois pas ce qu'il a fait véritablement pour la France, si ce n'est écrire une chanson en français. Monsieur Paul McCartney avait reçu la Légion d'honneur. Eh bien, Paul McCartney, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas la nationalité française. Donc c'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment récompenser le travail de Français. Il a été distingué, mais il n'est pas membre, je le répète, de la Légion. Il n'est pas membre, mais il a été distingué, et malheureusement, c'est justement par ce genre de gestes, par ce genre de faits et d'anecdotes que on vide de son sens la Légion d'honneur aujourd'hui. Daniel Simonet, est-ce qu'il faut que la Légion d'honneur soit uniquement consacrée aux Français et qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale pour justement libérer la France? Sur les militaires, nous sommes d'accord. Ce discours-là du Front National. Non, mais l'argument de Gaëtan Dussaucé, c'est effectivement Paul McCartney qui reçoit la Légion d'honneur en 2012. Est-ce que c'est normal ou pas? Écoutez, non, j'aimerais bien savoir sur quel critère objectif, et c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de critère objectif dans l'attribution et qu'il y a une opacité totale, voilà. Donc c'est toujours ce que je disais, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on met en avant, qui on décore, pour quelles raisons, et votre finalement avis, justement, on l'a compris, il faut clarifier les raisons de la décoration. Vous, à votre avis, est-ce qu'il faut rendre cette décoration uniquement aux Français? Non, absolument pas. Je veux dire, moi, je suis désolée. Je me souviens de l'affiche rouge. Je me souviens également de résidents étrangers morts à la Commune de Paris. Alors, sur quel point faut-il clarifier cette décoration? Que cette restriction est absurde, même si évidemment, je suis aussi très attachée au fait de faciliter l'accès à la nationalité française pour celles et ceux qui en font la démarche. Daniel Simonet, quelles sont les raisons, selon vous, qui permettent de recevoir la Légion d'honneur? Daniel Simonet, pour vous, Daniel Simonet, que faudrait-il avoir pour recevoir la Légion d'honneur? Puisque visiblement être français ne suffit pas. Franchement, c'est pas un critère. Écoutez, alors, je vous demande quels sont vos critères du coup. Entre un résident étranger ou bien entre un tirailleur sénégalais par exemple et un collabo, eh bien il y en a peut-être un qui a la nationalité française et l'autre qui ne l'avait pas. Eh bien franchement, si vous avez l'ombre d'une hésitation pour savoir, on comprend bien Daniel Simonet, mais du coup la nationalité ne doit rien avoir avec cela. Alors, quelles sont les raisons pour vous qui font que l'on mérite ou pas de recevoir les Légions d'honneur? Eh bien, écoutez, moi je m'interroge même sur l'utilité et la pertinence de cette Légion d'honneur, voilà, qui est héritée de Bonaparte et qui n'est pas ma référence, voilà, de ces distinctions au mérite. Alors, il faut supprimer la Légion d'honneur. Organisons un débat pour savoir. Normalement, ça devait être à la fois
au départ, c'était l'honneur militaire de ceux qui ont risqué leur vie dans un acte de bravoure, et c'était aussi celles et ceux qui ont fait contribuer à un acte vraiment qui serve l'intérêt général. Donc, quel est le cadre aussi citoyen qui peut définir ces critères et qui peut justement contrôler à qui on l'accorde? Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez par exemple les patrons voyous que je vous citais précédemment, comment se fait-il qu'ils aient été décorés? Je vais dire, Daniel Simonet, on va donner dans un instant la parole à Gaëtan Dussaucé, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il faut supprimer ou pas la Légion d'honneur? Moi je m'interroge vraiment. Voilà, moi je m'interroge sur. Je pense que ça serait un débat intéressant. Voilà, parce que je ne suis pas forcément, moi personnellement, à titre personnel, attachée à cette Légion d'honneur. Gaëtan Dussaucé, est-ce qu'il faut supprimer la Légion d'honneur? Non, absolument pas. Il faut lui rendre du sens. Il faut lui rendre du sens et faire que ceux qui en ont bénéficié pour de bonnes raisons dès l'année 1802, quoique le premier don de Légion d'honneur a été fait en 1804, si je me souviens bien. Donc tous ceux qui l'ont reçu à ce moment-là, il y avait un sens. Et il faut faire perdurer ce sens-là et lui rendre, justement. Donc lui rendre ce sens, donc c'est... Pour se rendre ce sens, pour ceux qui ont rendu des honneurs militaires, ceux qui permettent de servir l'intérêt national, qui servent le rayonnement international de la France, c'est ça qui doit être la condition d'attribution de la Légion d'honneur. Elle signifie quoi aujourd'hui? La Légion d'honneur. C'est une reconnaissance de la nation, c'est une reconnaissance de tout un peuple pour des personnes qui voient à travers des activités, des actes, des actes braves de militaires notamment, qui voient justement quelqu'un qui sert l'intérêt général, qui sert l'intérêt de la nation. Donc c'est pourquoi il faut absolument garder cela, surtout qu'en plus de cela, la Légion d'honneur a ce mérite de récompenser, je me répète un peu, mais de récompenser le mérite. Et donc tout citoyen y a le droit. Il n'y a pas de discrimination sociale, il n'y a pas de séparation en fonction des revenus. Tout le monde y a droit. Il n'y a pas plus égalitaire comme mesure, justement. C'est pour ça que si on maintient cette Légion d'honneur, il faut absolument qu'il y ait un comité citoyen d'éthique qui soit garant des critères, de l'objectivité des critères et de à qui on l'accorde. Parce qu'aujourd'hui, cette Légion d'honneur, je le rappelle, franchement, elle est plus liée au copinage qu'aux actes de bravoure, et elle est plus liée à l'entre-soi du pouvoir oligarchique actuel. Et non, ça n'est pas tous les citoyens qui en sont décorés. On sait très bien que c'est socialement complètement déterminé. Donc non. Un débat éventuellement pour la suppression ou pas de la Légion d'honneur. Soit vraiment un contrôle citoyen, éthique, avec des critères objectifs à qui on l'accorde. Merci. Coup de cœur. Coup de gueule. Et c'est aujourd'hui 2 coups de gueule que nous aurons. On commence tout de suite avec vous, Daniel Simonet. Votre coup de gueule, on vous écoute. Alors, mon coup de gueule, il va contre Madame Merkel et Monsieur Hollande, contre le coup d'État financier qu'ils ont imposé au peuple grec avec la Troïka, parce que vraiment, les mesures qui sont imposées aux Grecs, elles sont pires que celles que le peuple grec avait rejetées lors du référendum. Elles vont aggraver la récession, en faisant payer au peuple des politiques d'austérité absurdes, notamment sur les retraites, sur la TVA, qui vont en aucun cas résoudre la situation, qui méprisent la souveraineté du peuple grec et finalement ne sert que les intérêts des banques, de la finance. Et vraiment, voilà, c'était un fusil sur la tempe mis à Monsieur Tsipras. Et on se demande, voilà, les peuples d'après, ce sera l'Espagne, le Portugal et la France. Donc il faut absolument exiger une conférence européenne sur la dette. Il faut absolument lutter en France, en Espagne, partout contre ces politiques justement au service de la finance. Merci pour ce coup de gueule, Daniel Simonet. Gaëtan Dussaucé, ce sera également un coup de gueule, on vous écoute. Oui, ce sera un coup de gueule qui, lui, a un aspect un peu plus culturel. C'est contre ce soi-disant artiste Nekfeu qui a trouvé bon, devant l'hôtel de ville à Paris le week-end dernier, de dire qu'il niquait le FN et d'insulter des millions d'électeurs, je cite, désolé pour la vulgarité des propos, mais ce ne sont pas les miens, de fils de pute. Donc très clairement, quand on tient des propos comme ça, je crois qu'on fait énormément de tort à la profession qui est celle de l'artiste, on fait énormément de tort à la musique. Et c'est pourquoi je demande notamment à Madame Hidalgo de condamner les propos qui ont été tenus par cet artiste et évidemment à Monsieur Nekfeu des excuses publiques. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que Daniel Simonet, vous êtes secrétaire national du parti de gauche et conseillère de Paris, et Gaëtan Dussaucé, directeur national du Front national de la jeunesse.